Dans ce PowerPoint, l'héritage et les constructeurs. Alors, dans un précédent ou dans de précédents documents plutôt, on a défini l'héritage. Donc, une classe descendante qui dérive d'une classe de base et qui en hérite les champs, les propriétés et les méthodes. Cela permet de construire une hiérarchie de classes et cela engendre aussi un typage polymorphique. Donc, ce faisant, on a cependant soigneusement évité d'introduire des classes avec des constructeurs dans le décor, parce que si on le fait, ça devient un tantinet plus complexe. Et cette complexité additionnelle-là, en fait, n'était pas vraiment nécessaire pour comprendre l'héritage dans son fonctionnement général et ses implications fondamentales. Mais, maintenant qu'on a compris un peu comment fonctionne l'héritage, ce qu'on va faire, c'est qu'on va injecter les constructeurs dans le fonctionnement de l'héritage. Donc, tout d'abord, notre modèle sans constructeur, donc le même modèle qu'on a vu, qu'on a présenté dans des précédents documents. Donc, une personne qui possède un nom et un étudiant qui hérite d'une personne. L'étudiant fréquente un établissement. Donc, qu'est-ce qui se passerait maintenant si on voulait faire de ces personnes-là des personnes, disons, immutables, tout simplement, et avoir des constructeurs validants pour valider le nom et l'établissement. Qu'est-ce qui se passerait? Alors, la première chose qu'on fait, c'est qu'on va commencer par faire de la classe de base personne une personne immutable, donc qui possède un nom, read-only, avec un constructeur personne, qui va valider le nom. Donc là, on utilise des techniques de base avec argument exception for intro if null or empty non, et on va initialiser notre nom. Et juste faire ça, ça fait en sorte que notre programme ne compile plus. Donc on le voit ici, on a étudiant qui est souligné en rouge et le programme ne compile plus. Donc, évidemment, la classe personne est correcte, mais ici, notre classe dérivée, elle ne compile plus. Et le message d'erreur, en fait, est un peu, disons, un peu incompréhensible quand on ne comprend pas la mécanique de l'héritage avec constructeur. Donc, c'est marqué « There is no argument given that corresponds to the required parameters known of person.personString ». Donc, person.personString, person.personString, c'est le constructeur, ici, de la classe personne. Donc, ça veut dire quoi, ce machin-là? Donc, d'une certaine façon, la première chose qu'on peut comprendre de ce message-là, c'est que le compilateur se plaint parce que le constructeur par défaut de la classe dérivée étudiant ici, qui possède un constructeur par défaut, parce que toute classe pour laquelle on n'a pas codé de constructeur possède automatiquement un constructeur par défaut. Donc, la constructeur par défaut dans la classe étudiant ne permet pas d'initialiser le champ nom de la classe de base personne. Donc, c'est pour ça qu'il nous dit ça. Okay? Évidemment, le constructeur par défaut, nous autres, on ne le voit pas. Okay? C'est le compilateur qui l'ajoute pour nous autres. Mais tout ça, c'est du charabia pour dire qu'en règle générale, si votre classe de base possède un constructeur avec des arguments, donc ici, on a notre classe de base qui possède un constructeur, et ce constructeur-là possède au moins un argument. Ici, il possède un argument. Donc, si notre classe de base possède un constructeur avec des arguments, alors, vous devez presque toujours ajouter un constructeur dans votre classe dérivée. Et ce constructeur dans votre classe dérivée doit invoquer le constructeur de base. Okay? Donc, je répète, si votre classe de base possède un constructeur avec au moins un argument, vous devez ajouter un constructeur dans votre classe dérivée qui, ce constructeur-là, doit invoquer votre constructeur dans la classe de base. Bon, maintenant, comment on fait ça? C'est ce qu'on va voir ici à la prochaine diapo. Donc, ici, on a toujours notre établissement maintenant qui devient read-only, parce qu'on a fait un champ read-only. On a notre classe étudiant, c'est-à-dire on a notre constructeur d'étudiant qui a besoin d'un nom et d'un établissement.
Et comment on fait maintenant pour invoquer notre constructeur de notre classe de base à partir de notre constructeur de notre classe dérivée? On le fait ici avec le mot-clé base. Donc, deux points, base, non. Donc, on invoque le constructeur ici de notre classe de base, personne, point non, avec le mot-clé base, avec en parenthèse non. C'est ça qui permet d'invoquer notre constructeur de notre classe de base. Et après ça, notre constructeur, qu'est-ce qu'il fait? Bien, il initialise notre champ spécifique à notre classe étudiant, c'est-à-dire le champ établissement. Donc, on commence par le valider et après ça, on l'initialise, comme le ferait n'importe quel constructeur. Okay? Donc, le corps, ici, c'est écrit, le corps du constructeur étudiant se préoccupe juste du champ établissement. Alors qu'ici, en invoquant le constructeur de la classe de base, lui va valider le champ nom et initialiser le champ nom. Alors, si maintenant on utilise la classe, on utilise la classe étudiant comme n'importe quelle classe qui possède un constructeur. Donc ici, notre étudiant a un constructeur avec nom établissement. Donc, on crée un nouvel étudiant avec son nom et son établissement. Et après ça, on fait le dump et on l'a ici, nom établissement. Comme n'importe quelle classe. Et si maintenant on se trompe, supposons qu'on crée un nouvel étudiant avec un nom qui est invalide, qu'est-ce qui va se passer? Bien, dans ce cas-là, le nom va être validé, mais par la classe de base. Quand on va évoquer base, le nom va être validé par la classe de base, la classe personne. On va arriver ici, argument exception, true if no empty, non. Donc, c'est là que l'exception va se produire, va être validée, va être détectée. Et voilà, ça va être dans la classe personne que ça va être détecté, à cause qu'on a évoqué avec base. Maintenant, est-ce qu'on peut avoir invoqué base avec deux arguments? Bien, évidemment, oui. Si notre classe de base, personne, possède deux champs, nom et âge, avec un constructeur qui possède deux champs, nom et âge, on valide ces deux champs-là, on initialise ces deux champs-là. Si maintenant notre étudiant dérive de personne, on a ici notre constructeur qui a trois champs, nom, âge et établissement. Quand on va invoquer notre base, ici, avec le mot-clé base, on va passer ici nos deux champs, nom et âge, qui vont invoquer notre constructeur de base avec nom et âge. Donc, si on veut résumer maintenant, à la mi-temps de notre PowerPoint, donc, si une classe de base possède un constructeur, alors la classe dérivée doit aussi définir son propre constructeur, et ce constructeur dérivé doit invoquer le constructeur de la classe de base avec le mot-clé base, en invoquant chacun des arguments requis par le constructeur de base. On peut cependant se poser la question suivante. Est-ce qu'un constructeur dans une classe dérivée doit nécessairement invoquer le constructeur d'une classe de base? En général, la réponse est oui, mais c'est pas toujours obligatoire. Donc, on va explorer quelques cas particuliers dans les prochaines diapos. Donc, le cas de figure général, on vient de le voir. Mais il y a quelques cas particuliers qu'on va voir dans les prochaines diapos. Donc, premier cas particulier. Supposons que notre classe dérivée, ici étudiant, possède non pas un, mais deux constructeurs. Donc ici, on a un constructeur. On peut construire un nouvel étudiant en spécifiant son nom, son âge et son établissement, ou alors en spécifiant, d'abord son établissement, suivi de son nom, suivi de son âge. Donc c'est juste qu'on offre deux possibilités de construction avec des ordres de paramètres qui sont différents. Pourquoi pas? Okay? Donc on offre plus de possibilités pour instancier un nouvel étudiant. Mais dans les deux cas, il faut valider l'argument établissement. OK, les deux cas, il faut invoquer ici, comme on le voit, on invoque la base dans les deux cas, base. Et dans les deux cas, il faut valider l'établissement avant d'initialiser le champ établissement. Donc, c'est ce qu'on dit ici. Il faut valider l'établissement avant d'initialiser le champ établissement. Est-ce qu'on ne pourrait pas améliorer les choses, rendre le truc plus dry? OK, don't repeat yourself, pour pas valider deux fois. La réponse, évidemment, c'est oui. Donc, c'est sûr que dans un cas comme ça, le gain est marginal. On a juste un petit truc à
disons, à valider, puis la validation n'est pas trop compliquée. On s'entend que le gain est marginal. Okay? Mais dans un cas plus complexe, le gain pourrait ne pas être si marginal que ça. Donc, l'idée ici, c'est qu'au lieu d'utiliser base avec les deux constructeurs, c'est qu'un des deux constructeurs, en fait, ferait appel à un constructeur du même niveau avec le mot-clé this. Donc, on a un premier constructeur ici qui continue à invoquer le constructeur de base avec base et à faire la validation du champ établissement avant d'initialiser, alors que l'autre constructeur, ce qu'il va faire, c'est qu'au lieu de faire sa propre validation de son bar et d'invoquer base, il va invoquer l'autre constructeur qui est ici avec le mot-clé this. Donc, on a déjà vu ça, évidemment, avant. Donc, c'est une des raisons qui fera en sorte qu'un constructeur dans une classe dérivée n'utiliserait pas le mot-clé base. Il utiliserait plutôt le mot-clé this pour appeler un autre constructeur de la même classe qui, elle, appellerait un constructeur d'une classe de base avec le mot-clé base. Un autre cas de figure possible, c'est qu'on aurait une classe de base ici qui aurait un constructeur. On voit ici le constructeur, mais un constructeur qui n'a pas d'argument. Okay? Par exemple, ici, on a une classe numérotable qui possède un numéro, qui possède un constructeur, mais la seule chose que fait ce constructeur-là, c'est d'initialiser notre numéro avec un numéro aléatoire. Okay? En réalité, les plus futés d'entre vous pourraient dire « Ouais, mais on pourrait carrément ne pas avoir de constructeur, on pourrait juste prendre ça puis le mettre ici à la place. » C'est vrai. Donc, je fais par exprès pour l'écrire avec un constructeur plutôt que de l'écrire avec une valeur d'initialisation ici, juste pour vous montrer qu'on a un constructeur. Okay? Donc, on a notre constructeur, mais notre constructeur ne prend aucun argument. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on crée une nouvelle instance de la classe numérotable? Bien, ça crée un numérotable qui a un numéro aléatoire. Donc maintenant, si maintenant on crée un nouvel étudiant, qui est numérotable, donc je m'excuse de vous classer, de vous attribuer comme numérotable, mais bon, vous avez un numéro DA. Moi, en tant qu'employé du cégep, j'ai aussi un numéro. Donc, je suis un numérotable, moi aussi. Et donc, voilà. Donc, en tant qu'étudiant, vous êtes numérotable. Et donc, vous avez votre nom. Vous héritez maintenant de la base. OK? Donc, on invoque le constructeur de la classe numérotable avec base et on valide le nom et on initialise le nom. OK? Donc, ça, on fait en fait comme on a vu avant. Donc, on invoque le constructeur de base avec base. Avec aucun argument parce que numérotable n'a pas d'argument. Donc, on donne ici deux exemples, Bianca et Luc, donc avec des numéros aléatoires. Bon, jusqu'à maintenant, ça va. Ça correspond à ce qu'on a vu avant. Mais en réalité, base, vous n'êtes même pas obligé de l'invoquer. Vous n'êtes pas obligé de le mettre parce que c'est un constructeur ici qui est un constructeur sans argument. Donc, le compilateur, quand il y a un constructeur sans argument qui est dans la classe de base, un constructeur sans argument, c'est-à-dire un constructeur par défaut, quand un constructeur par défaut dans la classe de base, vous n'êtes même pas obligé de mettre le mot-clé base pour invoquer ce constructeur-là. Le compilateur va le faire automatiquement pour vous. Okay? Donc, vous voyez ici, j'ai mis base en commentaire pour montrer que ça va marcher quand même. Vous voyez ici, les numéros ont été attribués aléatoirement. Donc, vous n'avez pas besoin d'invoquer la base, le constructeur de base ici, parce que c'est un constructeur par défaut. On peut même pousser plus loin la chose. Vous n'êtes même pas obligé de définir un constructeur dans la classe dérivée. On voit ici classe étudiant numérotable. On a ici numérotable avec un constructeur par défaut. Et vous avez ici étudiant, il n'y a même pas de constructeur dedans. Le compilateur ne vous donne pas d'erreur. Parce que le compilateur est capable d'ajouter un constructeur par défaut dans la classe étudiant. Et ce constructeur par défaut-là est capable d'invoquer le constructeur par défaut de la classe numérotable qui est ici. Donc, le compilateur C# est capable de générer toutes ces choses-là pour vous. Donc, vous n'avez pas besoin de définir même un constructeur dans la classe étudiant. Vous voyez, ça fonctionne ici. La façon d'instancier, évidemment, est différente parce que le constructeur n'étant pas défini, il faut l'invoquer. Il faut initialiser le champ ici non de cette façon-là.
Finalement, on a un dernier cas de figure qui est un peu plus, disons touché, où on va dire retard. OK? Donc, c'est le cas où vous avez un constructeur dans votre classe de base qui est un constructeur qui possède des arguments, mais que ces arguments-là ont des valeurs par défaut. Ce qui fait que votre constructeur, en fait, peut servir de constructeur par défaut. Donc, je répète, vous avez un constructeur qui possède des arguments par défaut. Donc, puisque votre constructeur possède des arguments par défaut, ce constructeur-là peut servir de constructeur par défaut. Donc, vu qu'il peut servir de constructeur par défaut, en réalité, tout ce qu'on a vu dans les diapos précédentes ici s'applique. Okay? Vous pouvez l'invoquer avec base, vous pouvez l'invoquer sans base, et vous pouvez même l'oublier carrément de définir un constructeur dans votre classe dérivée. Toutes ces choses-là s'appliquent avec ce genre de constructeur-là. Mais, il y a un petit problème, c'est que normalement, c'est nettement préférable puisque vous avez, malgré tout, un constructeur avec des champs, des paramètres, vous devriez, en général, pour ce genre de constructeur, définir un constructeur dans votre classe dérivée et renseigner ces paramètres-là. C'est ce que vous devriez faire en général pour ce type de constructeur-là. Okay. Donc, ce qu'on peut faire souvent, malheureusement, le langage C# ne vous protégera pas. Ce qu'on peut oublier de faire souvent dans ce genre de situation-là, et vous ne serez pas protégé par le langage, c'est que vous pouvez oublier d'invoquer base, okay, carrément, et le langage C# ne vous mettra pas d'erreur. Donc, on voit ici un exemple. On crée une classe étudiant qui dérive de personne, on crée un constructeur étudiant, nom, âge, établissement, mais on oublie d'invoquer base. Et on crée un nouvel étudiant, Bianca, 19 ans, Cégep Saint-Jean. Et quand on dump notre étudiante, on se ramasse avec comme nom et âge Hector, 20 ans, Cégep Saint-Jean. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas invoqué notre base et que nos arguments par défaut sont Hector, 20 ans. Donc, ça donne une erreur un peu bizarre. Donc, résumé, constructeur et héritage. Donc, si une classe de base possède un constructeur avec des arguments obligatoires, alors la classe dérivée doit elle-même définir son propre constructeur et ce constructeur doit invoquer le constructeur de la classe de base avec le mot-clé base et renseigner les paramètres concernés. Il existe cependant certains cas de figure où cela n'est pas absolument nécessaire. Donc, si la classe dérivée possède plusieurs constructeurs, il pourrait être préférable d'invoquer un constructeur du même niveau avec le mot-clé this. Si la classe de base possède un constructeur sans argument, l'invocation de base est facultative et en fait, la classe dérivée peut même se passer carrément de constructeur. Enfin, si la classe de base possède un constructeur avec des arguments par défaut pour tous ses paramètres, alors on se retrouve dans le cas de figure, le même cas de figure que celui illustré précédemment, mais alors, dans ce cas-là, il faut faire attention à ne pas oublier d'invoquer base malgré tout, parce que c'est généralement préférable. Sinon, on pourrait se retrouver avec des situations bizarres, comme on l'a vu. Bon, petite remarque en terminant, donc à propos de l'encapsulation et de l'héritage. Donc, on n'a pas encore traité de l'encapsulation des champs privés, publics, etc. Donc, c'est pour cette raison que tous nos exemples dans ce document portent sur des classes avec des champs non encapsulés. Donc, essentiellement des classes immutables, publiques, read-only. Donc, l'encapsulation et l'héritage vont faire l'objet d'un document subséquent. Voilà.